Lundi matin, 6h47. Et elle avait deux choix. Embarquer ce vol et disparaître pour toujours, ou faire confiance à un étranger avec un secret qui pourrait détruire un homme puissant. Son collier cervical cachait la vérité. Son téléphone tenait l'évidence, et le PDG qui l'attaqua était à 50 pieds de regardant. Puis elle vit l'uniforme, les médailles, la posture des frères d'armes de son père. Elle fit une décision. Son père lui enseigna un geste silencieux qui déclencherait une réaction en chaîne que personne ne vit venir. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez l'histoire. Elle n'était pas supposée être vivante. Lundi matin, Port 47 et Dallas-Fort Worth International. Le terminal bourdonnait avec l'énergie épuisée des voyageurs matinaux. Hommes d'affaires serrant le café comme des bouées de sauvetage. Familles poussant enfants endormis vers la sécurité. Le bourdonnement constant des annonces de départ résonnant à travers les corridors. Guns bougeaient avec but, destination verrouillée dans leurs esprits, inconscients de la femme en blouse d'infirmière bleue qui avait arrêté de respirer le moment qu'elle s'assit. Son nom était Sabrina Mitchell, et chaque cellule dans son corps criait qu'elle avait fait une terrible erreur. Le collier cervical blanc ressortait avec force contre sa peau pâle, mosse de qualité médicale qui ne pouvait tout à fait cacher les ombres violettes rampant au-dessus du col. Ses blouses étaient froissées d'une nuit sans sommeil passée sur le sol de son appartement. Trop effrayée pour s'allonger dans son lit, où elle ne pouvait voir la porte. Cernes creusaient l'espace sous ses yeux. Yeux qui n'avaient pas fermé pour plus de 20 minutes à la fois en 72 heures. Ses mains serraient son téléphone avec une telle force que ses jointures étaient devenues exsangues, rafraîchissant le même email encore et encore, cherchant un signe que la menace était passée. Ça ne le fit jamais. Elle était assise là pendant 11 minutes, regardant la zone de la porte se remplir d'étrangers, cherchant chaque visage pour celui qu'elle fuyait. Un homme en costume gris passa et son souffle se coupa. Pas lui. Un homme d'affaires rit dans son téléphone à proximité et sa colonne vertébrale devint rigide. Pas lui non plus. Elle était piégée dans une cage de sa propre paranoïa, incapable de dire la différence entre danger et ombre plus. C'est alors qu'elle vit l'amiral. Il entra du corridor ouest, bougeant avec le genre de confiance non pressée qui ne vient que de décennies de commandement. Uniforme de parade de la marine, parfaitement pressé, la veste ornée de rangées de rubans qui racontaient des histoires de service qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Cheveux argentés, coupés militairement courts, épaules carrées malgré ce qui devait être au moins 65 ans sur cette terre. Il se portait comme un homme qui avait passé sa vie à prendre des décisions qui comptaient, portant le poids des vies d'autres personnes sans plainte. Il trouva un siège 3 places après elle, posa une maillette en cuir usé douce avec l'âge et ouvrit un journal, le vrai genre papier, pas un écran de téléphone. Elle le regarda de sa vision périphérique, attention à ne pas se fixer. Il y avait quelque chose dans la ligne de sa mâchoire, l'autorité tranquille dans la manière dont il tournait les pages qui atteignaient le lieu creux que la mort de son père avait creusé 15 ans auparavant. Il ressemble à papa, elle pensa. Même épaule, même force tranquille. Son père avait été un Navy SEAL, un homme qui bougeait à travers le monde comme l'eau profonde, calme en surface, puissant en dessous. Il lui avait enseigné que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le choix que vous faisiez quand la peur était tout ce qu'il vous restait. Il lui enseigna à rester stable quand tout tombait en morceaux. Et il lui enseigna une autre chose, un petit geste qu'elle n'avait jamais imaginé avoir besoin. Un signal de main qui signifie « J'ai besoin d'aide, mais je ne peux pas le dire à voix haute ». Elle regarda l'amiral et sentit quelque chose se fissurer ouvert dans sa poitrine. Pas tout avait de l'espoir, mais peut-être ses possibilités. Mais pour comprendre pourquoi elle était sur le point de risquer tout sur un étranger, nous avons besoin de retourner 3 semaines à la nuit d'elle découvrit son hôpital cachait quelque chose de bien plus sombre que des erreurs médicales. Son père lui enseigna que le courage n'est pas bruyant. C'est le choix tranquille que vous faites quand personne ne regarde.
Lieutenant-commandant James Mitchell, équipe 3 des Navy SEAL, 23 ans de service. Un homme qui pouvait disparaître dans les ombres et se déplacer en territoire ennemi comme de la fumée, mais qui chantait faux dans la cuisine chaque dimanche matin en faisant des crêpes. Il ne parlait jamais des missions, ne portait jamais son uniforme sauf s'il devait, n'eut jamais besoin le monde sache ce qu'il avait fait. L'héroïsme, il lui dit une fois, n'était pas à propos de la gloire. C'était à propos de se présenter quand ça comptait, faire ce qui avait besoin d'être fait et rentrer chez soi aux gens que vous aimiez. Sabrina avait 17 ans quand il lui enseigna le signal. Ils étaient dans le jardin arrière de leur logement de base à Virginia Beach une fin de soirée d'été. Luciole juste commençant à clignoter dans le crépuscule. Il lui avait enseigné la légitime défense. Truc de base, il dit. Chose que chaque femme devrait savoir. Mais ensuite il s'arrêta, devint silencieux, et de cette manière il le fit quand quelque chose de sérieux avait besoin d'être dit. Sabrina, écoute-moi. Il avait dit, s'accroupissant pour qu'il soit au niveau des yeux même si elle était presque adulte. Il pourrait venir un temps où vous êtes en danger et vous ne pouvez pas parler. Peut-être quelqu'un écoute. Peut-être il vous menaçait. Peut-être vous êtes juste si effrayé que les mots ne viendront pas. Il avait pris sa main alors, positionnant ses doigts d'une manière spécifique, subtile, délibérée, rien qui attirerait l'attention d'à travers une pièce, mais indubitable si vous saviez quoi chercher. Si vous êtes jamais dans cette situation et vous voyez quelqu'un comme moi, application de la loi, quelqu'un qui a été entraîné, vous faites ce signal. Seulement les gens comme moi sauront ce que ça signifie. Ça signifie « j'ai besoin d'aide », mais je ne peux pas le dire à voix haute. Vous comprenez? Elle hocha la tête, pratiquant le geste jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Puis il la tira dans un câlin qui sentait l'Old Spice et l'herbe d'été et la sécurité. « J'espère que vous n'en aurez jamais besoin », il avait murmuré dans ses cheveux. « Mais si vous le faites, j'ai besoin de savoir que vous l'utiliserez. » « Promets-moi, elle promit. 2 ans plus tard, elle était dans sa 2e année d'école d'infirmière quand l'aumônier vint à sa chambre de dortoir. Accident d'entraînement. Il dit donc que l'hélicoptère était tombé pendant un exercice de nuit au large de la côte de la Caroline du Nord. Il était resté aux commandes assez longtemps pour que son équipe saute clair. Est tombé avec l'oiseau, sauva 7 hommes, mourut faisant ce qu'il avait toujours fait, mettant les autres en premier. Elle s'était tenue à ses funérailles dans ses blouses d'école d'infirmière parce qu'elle ne possédait plus rien de noir qui lui allait. Entourée d'hommes en uniforme de cérémonie qu'elle ne connaissait pas. Les écoutant raconter des histoires à propos d'une version de son père qu'elle n'avait qu'entrevue par morceaux. Un héros, il l'appelait, un guerrier, un frère. Mais pour elle, il était juste papa. L'homme qui lui enseigna que sauver des vies ne nécessitait pas de discours ou de médailles. Ça nécessitait se montrer, rester calme et faire le travail que personne d'autre ne voulait faire. Elle devint infirmière pour honorer cela. Il avait sauvé des vies en silence dans des lieux dont les noms étaient encore classifiés. Elle voulait faire la même chose, juste dans les corridors d'hôpital au lieu de zone de guerre. Elle garda ce signal dans son cœur, comme une promesse. Elle n'imagina jamais elle en aurait besoin contre quelqu'un portant un costume au lieu de camouflage. Si vous avez jamais perdu quelqu'un qui vous a appris à être brave, appuyez ce bouton d'abonnement. Cette histoire est pour des gens qui comprennent ce genre d'héritage. Pendant 3 ans, elle crut qu'elle faisait une différence. Puis elle hossa devant le bureau du PDG à 23 heures un mardi. L'hôpital Memorial Grace se tenait sur le côté est de Fort Worth comme une promesse tenue. 8 étages de verre et de briques, fondés en 1947 par une coalition d'églises qui croyaient que les soins de santé étaient une obligation morale, pas une opportunité d'affaires. Le hall avait encore le vitrail original dépeignant le bon samaritain. Et chaque décembre, le personnel décorait d'un arbre de 20 pieds dans l'atrium que les patients pouvaient voir de leurs fenêtres. C'était le genre d'endroit où les médecins connaissaient les petits-enfants de leurs patients par leur nom, où les infirmières apportaient de la soupe maison quand quelqu'un était en difficulté,
où la déclaration de mission sculptée dans la pierre angulaire n'était pas juste des mots. Servir avec excellence, compassion et intégrité. Sabrina avait aimé y travailler dès son tout premier quart. Elle était bonne à son travail, le genre de bonne qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Les patients demandaient d'elle par son nom. Les familles les traînaient dans les couloirs, la remerciant d'être restée avec leur père mourant quand ils ne pouvaient pas arriver à temps, d'avoir plaidé auprès des médecins quand les médicaments contre la douleur ne fonctionnaient pas, de se souvenir que Madame Chonin 412 était terrifiée par les aiguilles et avait besoin de sa main tenue pendant chaque prise de sang. Ses collègues la respectaient, les médecins traitants faisaient confiance à son jugement clinique. Elle avait été nominée pour le prix Daisy 2 fois. Cette reconnaissance que les infirmières se donnent les unes aux autres quand quelqu'un va au-delà. Elle ne faisait pas juste un travail. Elle honorait la mémoire de son père à chaque cas, chaque patient, chaque moment tranquille de compétence qui sauvait une vie ou soulageait la souffrance. L'hôpital lui-même se sentait comme une extension de cette mission. Memorial Grace avait une réputation. Bons résultats, faible taux d'infection, un centre de traumatologie de niveau 2 qui desservait 3 comtés. Quand les nouvelles locales faisaient des histoires sur l'excellence des soins de santé, ils filmaient dans l'unité cardiaque de Memorial Grace. Quand les étudiants en médecine classaient leurs préférences de résidence, Memorial Grace était toujours dans le top 5. Le conseil d'administration était composé de leaders communautaires, de médecins retraités, de pasteurs et d'hommes d'affaires qui semblaient sincèrement se soucier de l'héritage de l'institution. Et puis, il y avait Richard Hendricks, le PDG. Il était arrivé 18 mois plus tôt, recruté d'un grand système hospitalier de Chicago avec des promesses de modernisation et de durabilité financière. Milieu de cinquantaine, cheveux argentés, costume cher qui en quelque sorte faisait paraître tous les autres froissés par comparaison. Il avait le genre de charisme qui remplissait les salles de conseil, confiant, éloquent, le genre d'homme qui pouvait citer à la fois les Écritures et les bénéfices trimestriels dans la même phrase. Aux assemblées générales, il parlait d'excellence dans les soins aux patients et de gestion de la confiance communautaire. Les infirmières l'aimaient parce qu'il se souvenait des noms. Les médecins le respectaient parce qu'il aurait été ambulancier avant d'obtenir son MBA, donc il comprenait le côté clinique. Sabrina l'avait rencontré 2 fois. Une fois pendant l'orientation, quand il lui avait serré la main et dit quelque chose à propos d'être content d'avoir des professionnels dévoués comme elle dans l'équipe. Une fois dans un ascenseur, quand il avait posé des questions sur l'épinglette du portrait de son père de la marine sur sa blouse d'infirmière, et l'avait remercié pour son service. Il semblait bien, normal, peut-être un peu trop poli, mais c'était le territoire des PDG. La première fissure apparut un mardi soir fin septembre. Sabrina couvrait un double quart. L'enfant de sa collègue était malade et l'unité était en sous-effectif. Vers 23 heures, après que les médicaments aient été distribués et la plupart des patients installés, elle se dirigea vers l'aile administrative pour déposer des papiers qui nécessitaient la signature de l'infirmière gestionnaire. Les couloirs étaient calmes, les lumières fluorescentes bourdonnant cette fréquence particulière qui marquait le vide de l'hôpital tordant la nuit. Elle marchait devant le bureau de Richard Hendrick quand elle entendit sa voix nette et froide d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je me fiche de ce que disent leurs critères de sortie. Nous avons besoin de lits libérés d'ici vendredi. Je me fiche de comment. » Cette phrase l'arrêta net. Mais que n'était rien comparé à ce qu'elle trouverait dans les dossiers qu'elle n'était pas supposée voir. L'email était destiné à quelqu'un d'autre, mais une fois qu'elle le lut, il n'y avait pas de retour en arrière. Sabrina resta figée devant cette porte de bureau pour ce qui semblait être une éternité, mais n'était probablement que 30 secondes. La voix à l'intérieur était devenue silencieuse. Soit Rix avait mis fin à l'appel, soit il avait baissé sa voix assez pour qu'elle ne puisse pas entendre à travers le bois lourd. Son cœur battait contre ses côtes. Elle se dit qu'elle avait mal entendu, qu'il y avait un contexte qu'elle manquait,
que les PDG parlaient de gestion des lits tout le temps et ça ne signifiait rien de sinistre. Elle continua de marcher, déposa ses papiers, retourna à son unité, mais la phrase ne la laissait pas tranquille. Nous avons besoin de lits libres d'ici vendredi. Je me fiche de comment. 3 jours plus tard, elle couvrait un autre quart de nuit quand une des infirmières en chef lui demanda d'aller chercher un dossier patient au bureau administratif. Quelque chose à propos d'une préautorisation d'assurance qui nécessitait une signature. Le bureau était vide, désert après les heures de bureau, juste la lueur des écrans d'ordinateur laissés en veille et le bourdonnement du système de CVC poussant l'air recyclé à travers les bouches d'aération. Sabrina se connecta au terminal partagé en utilisant les identifiants d'infirmière en chef qu'on lui avait donnés. Elle cherchait le dossier Ramirez Autorisation préopératoire pour une procédure cardiaque. Elle tapa le nom dans la barre de recherche. Le mauvais dossier s'ouvrit. Une chaîne d'emails marquée urgent. Ligne d'objet gestion de la capacité du T3 action requise. Elle aurait dû le fermer immédiatement. Aurait dû trouver le bon dossier et partir. Mais ses yeux tombèrent sur un nom qu'elle reconnut. Margaret Shun, la patiente de la chambre 92 qui était terrifiée par les aiguilles. La grand-mère de 72 ans se remettant d'un AVC. Et à côté de son nom, en langage administratif froid, sortie approuvée malgré la recommandation de physiothérapie pour 1 semaine supplémentaire de rééducation et d'une hospitalisation. Préoccupation familiale ignorée selon la directive de RH. RH Richard Hendricks, les mains de Sabrina commencèrent à trembler alors qu'elle faisait défiler. Il y avait plus de noms, des douzaines d'entre eux. Des patients sortis plus tôt que médicalement conseillés, contre les recommandations des médecins traitants, contre les protestations des gestionnaires de cas et des physiothérapeutes. Et entrelacés à tout cela, des emails des RH, polis mais indubitables dans leurs directives. Nous devons améliorer nos métriques de rendement. Les taux de remboursement d'assurance rendent les séjours prolongés financièrement intenables. J'attends des chefs de département qu'ils privilégient la durabilité institutionnelle. Et puis, enfoui plus profondément dans le fil, quelque chose qui lui fit tomber l'estomac, des journaux de médicaments, des horodatages qui ne correspondaient pas à la documentation infirmière qu'elle-même avait classée. Un patient qui avait reçu de la morphine à 2h du matin, selon ses notes. Mais le dossier officiel montrait maintenant 4h du matin. 2 heures plus tard, 2 heures pendant lesquelles une erreur de médication s'était produite. 2 heures qui avaient été effacées et réécrites. Elle cliqua sur un autre lien. Un autre dossier, un autre patient. Celui-ci était mort. Sepsis d'une infection post-chirurgicale qui aurait dû être détectée plus tôt, mais ne le fut pas parce qu'il avait été renvoyé 3 jours avant la date prévue. La famille avait menacé de poursuivre. L'affaire avait été réglée discrètement. Le médecin traitant qui s'était opposé à la sortie précoce avait quitté Memorial Grace 2 mois plus tard. Aucune raison donnée dans sa lettre de démission. Sabrina continua de creuser, son souffle devenant plus rapide, ses mains moites de sueur sur la souris. Rapport d'incidents qui avaient été déposés puis mystérieusement disparus du système. Plaintes du personnel concernant des pressions pour bâcler les choses, pour précipiter les procédures, pour privilégier le roulement des lits à la sécurité des patients. Et entrelacées à tout, subtiles et terrifiantes, étaient les menaces. Votre carrière ici se termine si cela devient public. Je fais confiance à votre loyauté envers cette institution. Rappelez-vous que votre licence médicale vous oblige à agir dans le meilleur intérêt de l'hôpital. Elle trouva 37 incidents distincts. 37 patients dont les soins avaient été compromis, dont 4 étaient morts, des dizaines de membres du personnel qui avaient été intimidés au silence. Elle imprima tout, 37 pages de preuves, et fit la plus grosse erreur de sa vie. Elle le confronta directement. Si vous croyez que les lanceurs d'alerte méritent protection, commentez, je défends la vérité.
Parce que ce qui arriva ensuite prouve à quel point l'honnêteté peut être dangereuse. Vendredi soir, 21h47, garage de stationnement vide. Juste elle, lui et la vérité entre eux. Sabrina avait passé 2 jours à prendre son courage, 2 jours à revoir les preuves, à faire des copies, à répéter ce qu'elle dirait. Elle avait envisagé d'aller d'abord au conseil médical ou à la police ou à un avocat. Mais quelque chose dans l'entraînement de son père lui dit d'essayer d'abord l'approche directe, de lui donner une chance de faire la bonne chose, de réparer cela avant que cela ne devienne un scandale public. Peut-être qu'il ne savait pas à quel point c'était grave. Peut-être qu'il la remercierait de lui avoir fait remarquer. Elle était si naïve. Elle lui avait envoyé un email jeudi après-midi. Professionnel et prudent. Monsieur Hicks, j'ai découvert des divergences de documentation qui nécessitent votre attention immédiate. Pouvons-nous nous rencontrer en privé pour en discuter? Il répondit en moins de 10 minutes. Bien sûr, Sabrina. Demain soir, 21h45. Ma voiture au niveau de stationnement exécutif. Moins d'interruptions là-bas. Le garage de stationnement était presque vide quand elle arriva. Juste une poignée de véhicules appartenant au personnel de nuit dispersés sur l'étendue de béton. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus, projetant des flaques jaunes maladives qui n'atteignaient pas tout à fait les ombres. Ses pas résonnèrent trop fort alors qu'elle marchait vers sa Mercedes. Le dossier de preuve imprimé serré contre sa poitrine comme un bouclier. Il était appuyé contre la porte côté conducteur, toujours dans son costume. Mais avec la cravate desserrée, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Il sourit quand il la vit approcher. Chaleureux, paternel, le même sourire qu'il utilisait lors des réunions publiques. Sabrina, Dieu merci, vous allez bien. Sa voix porta à travers la zone de la porte, assez forte pour que la foule rassemblée l'entende, assez chaleureuse pour paraître sincère. Nous nous sommes tellement inquiétés pour vous après votre accident. Le stress que vous avez subi, nous ne savions pas où vous étiez allé. L'amiral s'avança, se plaçant directement sur le chemin de Hendrick. Ni agressif, ni théâtral, juste un objet inamovible apparaissant précisément là où il devait être. Sa voix, quand il parla, portait le genre d'autorité qui n'avait pas besoin de volume. « Monsieur, cette femme a signalé une assistance d'urgence. » Reculez. Hendrick s'arrêta, son sourire vacillant juste une fraction de seconde avant de se reconstituer. « J'apprécie votre préoccupation, mais c'est une affaire médicale privée. Je suis son employeur. Je suis le PDG de l'hôpital Memorial Grace et elle traverse une période très difficile. J'essaie juste d'aider. Monsieur, reculez. » Le masque glissait maintenant. La mâchoire de Hendrick se crispa, ses yeux devenant froids, même si sa voix resta mesurée. C'est complètement inutile. Elle est clairement en crise. Elle a besoin d'une évaluation psychiatrique, pas de théâtre de sécurité. J'ai la responsabilité légale de son bien-être en tant que son employeur. La voix de Sabrina coupa la tension, brute et tremblante, mais audible. Vous m'avez attaqué. La zone de la porte devint silencieuse. 50 personnes qui avaient été absorbées dans leurs téléphones et cafés et rituels pré-vol, prêtant soudainement attention. Tête tournant, téléphone montant, ne faisant même plus semblant de ne pas enregistrer maintenant, filmant juste effrontément parce que c'était clairement quelque chose qui valait la peine d'être capturé. Vous m'avez attaqué dans le parking, continua Sabrina, debout maintenant, l'amiral toujours positionné protecteur entre eux. Sa main alla vers la clé USB autour de son cou. Vous m'avez menacé parce que j'ai trouvé des preuves de violation des soins aux patients. Des gens sont morts à cause de vos décisions, et quand j'ai essayé de le signaler, vous m'avez agressé, et j'ai des preuves. Un halètement collectif ondula à travers la foule. Des téléphones partout maintenant, une douzaine de caméras au moins, capturant chaque mot, chaque expression, chaque seconde de la façade soignée d'un homme puissant commençant à se fissurer. Chris pivota immédiatement, sa voix passant de concerné à indigné. C'est exactement de quoi je parle. Délusion paranoïaque, fausses accusations, fabrication complète. Je vais déposer une plainte en diffamation avant la fin de la journée. C'est de la calomnie enregistrée par plusieurs témoins
et je ne tolérerai pas. Alors expliquez le collier cervical, l'amiral interrompit, son ton conversationnel, mais portant un tranchant assez aigu pour couper. Expliquez pourquoi elle a fait un signal de détresse utilisé par des personnes qui ne peuvent pas parler en toute sécurité. Expliquez pourquoi elle est terrifiée d'un homme qui prétend l'aider. La police de l'aéroport arrivait maintenant. Pas seulement la sécurité, mais de vrais PD de Fort Worth appelés par quel que soit le protocole que le code de l'amiral avait déclenché. Un sergent approcha, observant la scène avec une évaluation pratiquée. Officier militaire, femme blessée, homme bien habillé dont le langage corporel criait « Prenez un avocat », même si sa bouche insistait que tout allait bien. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous vous éloigniez du témoin », le sergent dit à Hendricks, sa main reposant négligemment sur sa ceinture près de sa radio. Pas menaçant, juste prêt. « Témoin. Témoin de quoi? C'est une employée mentalement instable faisant de fausses accusations contre. « Monsieur, éloignez-vous maintenant. » Rix recula finalement, ses mains levées dans ce geste universel de conformité, mais ses yeux étaient fixés sur Sabrina avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il calculait, planifiait, déjà 3 coups d'avance dans n'importe quel jeu il jouait. Le sergent se tourna vers Sabrina. « Madame, pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? » La main de Sabrina se referma autour de la clé USB. « Je suis infirmière à l'hôpital Memorial Grace. Il y a 3 semaines, j'ai découvert des preuves que notre PDG faisait pression sur le personnel pour qu'il renvoie les patients tôt malgré le risque médical, modifiant les dossiers de médicaments pour masquer des complications et menaçant les employés qui s'y opposaient. Quand je l'ai confronté avec la documentation, il m'a attaqué dans le parking de l'hôpital. J'ai les preuves sur cette clé, dossier patient, email, journaux altérés, tout. Et j'ai des témoins qui confirmeront le modèle d'intimidation. Elle ment, dit Hendrick immédiatement. J'ai des images de sécurité qui montrent. Alors vous les montrerez aux enquêteurs, le sergent interrompit, avec toute autre documentation que vous souhaitez fournir. Madame, je vais avoir besoin que vous veniez avec moi pour donner une déclaration formelle. Amiral, je suppose que vous avez été témoin du signal de détresse. Oui, et je fournirai tout témoignage requis. Le bureau de sécurité de l'aéroport devint une salle d'interrogatoire, et en 20 minutes, 3 autres employés de l'hôpital étaient au téléphone, prêts à parler. Une fois que la première personne parla, le barrage céda. Il s'avéra qu'elle n'était pas la seule qui l'avait réduite au silence. Sabrina était assise dans le bureau de sécurité de l'aéroport, avec l'amiral debout tranquillement dans le coin comme une sentinelle, regardant son monde entier basculer sur son axe. Le sergent avait sa clé USB, maintenant branchée sur un ordinateur portable, faisant défiler les fichiers avec des expressions de plus en plus sombres. Un détective de l'unité des crimes majeurs de la police de Fort Worth était arrivé en moins de 30 minutes, suivi d'un représentant du Conseil médical de Texas, puis d'un agent du FBI, dont la présence suggérait que cela avait dépassé la juridiction locale pour entrer dans le territoire fédéral. Mais ce sont les appels téléphoniques qui ont tout changé. Le premier vint de Jennifer, l'infirmière en chef, qui avait dit à Sabrina de ne plus jamais la contacter. Sa voix au haut-parleur tremblait. J'ai vu la vidéo. Quelqu'un l'a postée sur Twitter. Sabrina, je suis tellement désolé. J'avais peur. Nous avions tous peur, mais j'ai aussi de la documentation. Des messages textes de Rix me faisant pression pour renvoyer des patients avant qu'ils ne soient stables. J'ai tout sauvegardé parce que je savais que c'était mal. Je ne savais juste pas quoi en faire. Le deuxième appel vint 12 minutes plus tard. Marcus, le thérapeute respiratoire, j'ai été témoin qu'il a menacé le Dr. Patterson. Lui a dit que son contrat ne serait pas renouvelé s'il continuait à s'opposer aux sorties précoces. J'ai entendu toute la conversation à travers la porte du bureau. Je témoignerai. J'aurais dû témoigner avant. Je suis désolé. Puis vint le Dr. Patrician Gwynn, le pharmacien qui avait travaillé à Memorial Grace pendant 14 ans. Il m'a ordonné de antidater les journaux de médicaments
après qu'un patient ait fait un code. Il a dit que c'était pour protéger l'hôpital des litiges, mais je savais que c'était pour cacher le fait que nous avons renvoyé quelqu'un encore sous 4 antibiotiques. J'ai les journaux originaux. J'ai fait des copies avant de changer le système. En 2 heures, 7 employés de l'hôpital s'étaient manifestés, chacun avec sa propre pièce du schéma. Chacun portant la culpabilité d'être resté silencieux, le soulagement de parler enfin et la fureur contre un système qui les avait forcés à choisir entre leur conscience et leur carrière. Les histoires s'alignaient avec une précision dévastatrice. Pression pour augmenter le débit de patients indépendamment de la préparation médicale. Erreur de médication dissimulée par une documentation altérée. Rapport d'incidents qui disparaissaient du système de classement. Membres du personnel qui soulevaient des préoccupations se retrouvant soudainement réprimandés pour des infractions mineures, ignorés pour des promotions ou discrètement licenciés lors de restructuration. Et tissé à travers tout cela était Richard Hendricks, charmant en public, impitoyable en privé, toujours prudent de se laisser une dénégation plausible pendant que ses directives détruisaient des vies. Mais les preuves allaient plus loin que les violations des soins aux patients. Un expert comptable judiciaire amené par le FBI commença à tracer les dossiers de facturation et trouva quelque chose qui rendait les accusations fédérales inévitables. Fraude systémique à l'assurance. Patients renvoyés tôt, mais facturés pour des séjours complets. Procédure codée à des niveaux de remboursement plus élevés que réellement effectués. Facturation Medicaid pour des services jamais rendus. Sur 18 mois, l'hôpital Memorial Grace avait frauduleusement collecté un montant estimé à 4,7 millions de dollars. Et la piste financière menait directement au prime de performance lié aux directives de Richard Hendricks. À midi, des camionnettes de presse étaient garées devant l'hôpital Memorial Grace. À 14 heures, le conseil d'administration de l'hôpital avait convoqué une réunion d'urgence. À 16 heures, l'avocat de Hendricks était arrivé à l'aéroport. Costume cher, mallette en cuir, le genre d'avocat qui facturait 1 000 $ de l'heure pour faire disparaître les problèmes. Il était 6 heures trop tard. La couverture médiatique se répandit comme une traînée de poudre. Nouvelle locale d'abord. PDG de l'hôpital Memorial Grace, accusé de violation des soins aux patients et de fraude. Puis infirmière lanceuse d'alerte régionale expose une inconduite médicale systématique. Puis PDG d'hôpital national arrêté suite à une confrontation dramatique à l'aéroport. La vidéo de la zone de la porte était devenue virale. Des millions de vues en quelques heures montrant le moment où la voix de Sabrina coupa la performance de Hendricks. Le moment où la vérité devint indéniable. L'arrestation eut lieu à 18h07 dans le bureau de sécurité de l'aéroport. Accusation fédérale, fraude aux soins de santé, conspiration en vue de frauder Medicare et Medicaid, obstruction à la justice, accusation d'État, agression, intimidation de témoins, altération criminelle de dossiers gouvernementaux. L'agent du FBI lui lut ses droits pendant que la police de l'aéroport lui menotta les mains derrière le dos avec des menottes en acier qui se refermèrent avec une finalité qui résonna dans la petite pièce. Ils le firent sortir par le terminal, devant les zones d'embarquement, devant les restaurants et les magasins, devant des centaines de voyageurs qui s'arrêtèrent, regardèrent et sortirent leur téléphone pour capturer la marche du suspect d'un homme qui avait passé sa carrière à projeter l'autorité et la respectabilité. Sa tête était baissée, son costume cher était froissé. Le masque avait complètement disparu maintenant, ne laissant qu'un homme d'âge moyen qui avait tout parié sur le silence et avait perdu. Sabrina regardait derrière une cloison en verre, l'amiral toujours à ses côtés, alors qu'il chargeait Richard Hendricks dans un véhicule de police et l'éloignait de l'aéroport, de son bureau d'angle, du pouvoir qu'il avait brandi comme une arme contre des gens qui n'avaient voulu qu'aider les autres. L'homme qui lui avait dit qu'elle ne travaillerait plus jamais dans le secteur de la santé était maintenant celui dont la carrière était terminée. Mais l'histoire ne se termine pas avec sa chute.
Elle se termine avec ce qu'elle fit ensuite. Elle n'embarqua jamais sur ce vol, mais elle ne rentra pas non plus chez elle. Sabrina resta debout à la fenêtre du terminal longtemps après que le véhicule de police ait disparu de la vue, regardant les avions rouler et décoller dans le ciel gris de Dallas. Son vol pour Seattle était parti sans elle. Siège 23A vide. Destination abandonnée. Le sac de sport était à ses pieds, toujours rempli de 3 jours de vêtements et d'une vie de fuite. Elle pourrait réserver à nouveau. Elle pourrait encore disparaître dans une ville lointaine et recommencer avec un nouveau nom et un travail tranquille où personne ne savait ce qu'elle avait fait. L'option était toujours là, tentante dans sa simplicité. Mais quelque chose avait changé dans ce bureau de sécurité. Quelque chose avait basculé lorsque la voix de Jennifer était venue à travers le haut-parleur en disant « Je suis désolé ». Et Marcus avait admis « J'aurais dû témoigner d'avant ». Elle avait cru qu'elle était seule. Elle croyait que l'isolement était permanent, que dire la vérité signifiait tout perdre. Mais 7 personnes s'étaient manifestées. 7 personnes avaient trouvé leur courage parce qu'elle avait trouvé le sien en premier. Courir lui sembla soudainement une trahison. L'amiral approcha, ses pas mesurés et délibérés. Il tendit la main, un geste formel, précision militaire même dans un adieu civil. Madame Mitchell, ce fut un honneur. Sabrina lui serra la main, la gorge serrée. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Non, madame, vous avez sauvé votre propre vie. Vous connaissiez le signal, vous avez eu le courage de l'utiliser. J'ai juste fait ce que toute personne décente ferait. Il fit une pause, ses yeux sérieux. Votre père serait fier. Ce signal a sauvé votre vie et probablement des douzaines d'autres qui ne connaîtront jamais votre nom. Il lui relâcha la main, prit sa maillette et se dirigea vers son vol reporté. Sabrina le regarda partir. Un autre soldat disparaissant dans la foule, portant un honneur silencieux comme son père l'avait fait, prouvant que le courage existait toujours dans un monde qui semblait souvent trop brisé pour être réparé. Elle sortit son téléphone, trouva un numéro qu'elle avait supprimé, mais se souvenait toujours. Un membre du conseil d'administration de l'hôpital qui était resté ostensiblement silencieux pendant sa suspension. Une femme qui avait siégé au conseil de Memorial Grace pendant 12 ans et prétendait se soucier du bien-être des patients jusqu'à ce que ce souci devienne inopportun. Sabrina composa le numéro. La femme répondit au 3e appel, sa voix prudente. « Sabrina, Madame Patterson, je ne fuis pas. Je reste à Fort Worth et je vais m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Vous pouvez m'aider à réparer le système ou vous pouvez expliquer aux médias pourquoi vous saviez et n'avez rien fait. Votre choix. » Le silence à l'autre bout dura 5 secondes. Puis, de quoi avez-vous besoin? 3 semaines plus tard, Sabrina témoigna devant le Conseil médical du Texas, non pas en tant qu'accusée, mais en tant que témoin expert dans une enquête systémique sur les défaillances de la gouvernance hospitalière. Elle parla pendant 2 heures, guidant le Conseil à travers chaque pièce de preuve, chaque schéma d'intimidation, chaque politique qui avait privilégié le profit sur les patients. Son témoignage fut calme, factuel, dévastateur. Il déclencha des réformes qui finiraient par se propager à 47 États. Le procès criminel dura 9 mois. L'équipe juridique de Richard Hendrick se battit durement. Témoins de moralité, contestation de procédure, tentative de discréditer l'état mental et la compétence professionnelle de Sabrina, mais les preuves étaient accablantes et les témoins ne cessaient d'arriver. En fin de compte, le jury délibéra pendant 3 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge le condamna à 7 ans de prison fédérale avec des peines d'État supplémentaires à exécuter consécutivement. Pas de libération conditionnelle anticipée, pas d'assignation à résidence, pas de traitement spécial pour un homme qui avait passé sa carrière à croire que les conséquences étaient pour les autres. Les poursuites civiles vinrent ensuite. Familles de patients qui étaient morts ou avaient souffert à cause de sorties précoces, de dossiers altérés, de complications dissimulées. L'hôpital Memorial Grace régla la plupart d'entre elles.
Des paiements totalisant 16 millions de dollars financés par l'assurance et la vente d'actifs. L'hôpital lui-même survécut à peine sous une nouvelle direction et une surveillance stricte. Certaines des familles voulaient que Sabrina témoigne contre l'institution pour laquelle elle avait travaillé. Elle le fit parce que la responsabilité importait plus que la loyauté envers un système brisé. Mais Sabrina ne retourna pas à Memorial Grace. Elle ne pouvait pas. Trop de fantômes dans ses couloirs. Trop de souvenirs de qui elle avait été avant que tout ne change. Au lieu de cela, elle prit un poste dans un hôpital plus petit de l'autre côté de la ville, Methodist Regional, un établissement connu pour les soins centrés sur le patient et une gouvernance transparente. Non pas en tant qu'infirmière de service, mais en tant qu'avocate des patients, un rôle nouvellement créé spécifiquement pour elle. Son travail était d'être la voix qui ne pouvait être réduite au silence, la personne à qui le personnel pouvait s'adresser quand quelque chose semblait faux, pour vérifier tout administrateur qui pourrait valoriser les métriques plus que les vies. Certains de ses anciens collègues la contactèrent. Jennifer envoya des fleurs avec un mot. « Je suis désolé de ne pas avoir été plus courageuse plus tôt. » Marcus visita son nouveau bureau, apporta du café, s'assit dans un silence inconfortable avant de dire enfin « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Le Dr. Patterson lui écrivit une lettre de recommandation si élogieuse qu'elle la fit pleurer. D'autres ne la contactèrent jamais, ne s'excusèrent jamais, ne reconnurent jamais leur silence. Sabrina leur pardonna quand même, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que porter la colère était épuisant et elle avait un travail plus important à faire. Elle garda la photo de son père sur son bureau, non pas comme un rappel de ce qu'elle avait perdu, mais de ce qu'elle était devenue grâce à ce qu'il lui avait enseigné. Le courage n'est pas bruyant. C'est un signal de main dans un aéroport bondé. C'est une clé USB que vous refusez de détruire. C'est s'asseoir à côté d'un étranger et parier votre vie que l'honneur existe toujours. 5 ans ont passé depuis ce lundi matin à la porte 47. 5 ans depuis que Sabrina Mitchell a fait un choix entre le silence et la vérité, entre fuir et rester, entre se sauver elle-même et sauver tous ceux qui viendraient après. Le monde a avancé comme il le fait toujours. De nouveaux titres remplaçant les anciens. De nouveaux scandales enterrant les outrages précédents. Le cycle incessant de crise et de résolution qui fait que le courage d'hier semble de l'histoire ancienne. Mais certaines ondulations ne cessent jamais de se propager. Richard Hendricks est à sa 4e année à l'institution correctionnelle fédérale de Bastrop, une prison de sécurité moyenne à environ 3 heures au sud de Fort Worth. Il sera éligible à la libération conditionnelle dans 18 mois. Bien qu'une libération anticipée semble improbable, compte tenu de son refus complet d'accepter la responsabilité de ses actions. Dans les interviews en prison, soigneusement mises en scène par ses avocats, il maintient toujours qu'il était un leader visionnaire détruit par une employée vindicative et une poursuite trop zélée. Il a écrit un livre sur son expérience, auto-publié parce qu'aucune presse légitime ne le toucherait, intitulé « Conviction sans crime ». Comment la médecine d'entreprise est devenue criminalisée. Il s'est vendu à 73 exemplaires, principalement à des théoriciens du complot et à des personnes fascinées par la psychologie des criminels impénitents. Ses victimes ne pensent plus beaucoup à lui. Elles sont passées au deuil et à la guérison et au lent travail de reconstruction de la confiance dans un système de soins de santé qui les a déçues. Pour les familles dont des êtres chers sont morts à cause de ces décisions, elles ont créé une fondation en leur nom, la Fondation pour la sécurité des patients Memorial Grace, qui plaide pour la transparence dans la gouvernance hospitalière et fournit un soutien juridique aux lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé. Sabrina siège au conseil. Elle assiste à chaque réunion. L'hôpital Memorial Grace a survécu, mais à peine. Le conseil d'administration a été entièrement remplacé. 3 administrateurs ont démissionné plutôt que de faire face à une enquête. L'hôpital a versé ses 16 millions de dollars en règlement civil, vendu 2 cliniques satellites pour rester solvable
et passer 18 mois sous surveillance fédérale tout en mettant en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité des patients. La culture a changé lentement, douloureusement, comme la culture institutionnelle change toujours. Par attrition et remplacement, par un personnel plus jeune qui n'a jamais connu l'ancienne méthode, par des politiques écrites dans le sang de personnes qui méritaient mieux. Mais l'impact de Sabrina s'est étendu bien au-delà d'un seul hôpital à Fort Worth, Texas. Son témoignage devant le Conseil médical du Texas a déclenché un examen complet des structures de gouvernance hospitalière à travers l'État. Cet examen a révélé des schémas similaires à ce qu'elle avait découvert. Pas aussi extrêmes, pas aussi criminels, mais la même structure d'incitation de baisse qui privilégiait les métriques financières sur les résultats pour les patients, qui récompensait les administrateurs pour l'efficacité même lorsque l'efficacité signifiait des raccourcis dans les soins. Le Conseil a mis en œuvre de nouvelles réglementations, des systèmes de signalement obligatoires pour les préoccupations du personnel, une protection contre les représailles pour les lanceurs d'alerte, des comités indépendants de sécurité des patients avec l'autorité d'annuler les décisions administratives et la responsabilité pénale pour les dirigeants qui mettent délibérément en danger les patients pour le profit. Le Texas n'était pas seul. En 2 ans, 47 États avaient adopté une version de protection renforcée des lanceurs d'alerte pour les travailleurs de la santé, inspirée directement par le cas de Sabrina. Le gouvernement fédéral a mis à jour les réglementations Medicare et Medicaid pour exiger des hôpitaux participants qu'ils maintiennent des systèmes de signalement indépendants. Les écoles de médecine ont ajouté une formation en éthique axée sur le courage moral requis pour parler quand les institutions échouent. Les programmes infirmiers enseignent l'histoire de Sabrina comme une étude de cas en responsabilité professionnelle. Elle n'avait pas l'intention de changer la politique. Elle voulait juste empêcher les gens de mourir. Mais le courage a une façon de se propager comme la lumière à travers les fissures et l'obscurité, atteignant des endroits que la source originale n'avait jamais prévus, illuminant des coins qui avaient été dans l'ombre si longtemps que les gens avaient oublié qu'ils étaient censés être visibles. Sabrina travaille toujours à l'hôpital régional méthodiste, servant toujours d'avocate des patients, bien que son rôle se soit étendu au fil des ans. Elle parle maintenant lors de conférences infirmières, enseignant aux jeunes travailleurs de la santé comment reconnaître les signes avant-coureurs de la corruption institutionnelle, comment documenter correctement les préoccupations, comment se protéger tout en protégeant les patients. Elle n'est pas à l'aise avec la prise de parole en public, est toujours nerveuse avant chaque présentation, doit toujours se rappeler de respirer. Mais elle le fait quand même parce que l'alternative est le silence. Et le silence est ce sur quoi les prédateurs comptent. Elle encadre de jeunes infirmières, en particulier celles qui lui rappellent elle-même à 25 ans, idéalistes, passionnées, terrifiées de décevoir les gens qui leur confient leur vie. Un après-midi, une jeune diplômée de 23 ans nommée Maria vint à son bureau tremblante et au bord des larmes, disant qu'elle avait été témoin qu'un médecin traitant avait rejeté les plaintes de douleurs thoraciques d'un patient comme de l'anxiété sans effectuer les tests cardiaques appropriés. Sabrina écouta, prit des notes, aida Maria à déposer les rapports appropriés par les bons canaux et se tint à ses côtés lorsque l'hôpital enquêta et finalement valida ses préoccupations. Le patient fut réadmis, diagnostiqué avec une crise cardiaque imminente et reçut un stent qui lui sauva probablement la vie. Une fois que ce fut fini, Maria posa la question que Sabrina attendait. Comment faites-vous cela? Comment continuez-vous à vous battre quand c'est si difficile et que les gens vous détestent pour cela? Sabrina sortit une photo de son tiroir de bureau. Son père en uniforme de parade, elle à 17 ans, les deux plissant les yeux sous le soleil de Virginia Beach. « Mon père m'a appris quelque chose, dit-elle. Il m'a appris que le courage n'est pas un sentiment. C'est une décision que vous prenez lorsque vous avez le plus peur. Et il m'a appris un signal, une façon de demander de l'aide quand parler semble impossible. » Elle montra à Maria le geste de la main, expliqua ce que cela signifiait,
d'où cela venait, pourquoi c'était important. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin, dit Sabrina, faisant écho aux mots de son père 15 ans plus tôt. Mais si vous le faites, j'ai besoin de savoir que vous l'utiliserez. Promettez-moi, Marie a promis. Sabrina a enseigné ce signal à 47 infirmières maintenant, ainsi qu'à des médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, quiconque pourrait se retrouver dans une position où la vérité devient dangereuse. Elle a créé un chemin de fer clandestin du courage, un réseau de personnes qui savent que l'honneur existe toujours et que l'aide est possible si vous savez comment demander. L'amiral, contre-amiral James Alexander, USN à la retraite, n'a jamais non plus embarqué son vol pour Seattle ce jour-là. Il l'a reporté, a passé la semaine à Fort Worth à témoigner et d'une certaine manière n'a jamais tout à fait quitté la vie de Sabrina après cela. Ils se rencontrent pour un café tous les quelques mois, une amitié improbable forgée dans la crise et maintenue par un respect mutuel. Il l'a présentée à des groupes de défense des vétérans, l'a aidé à naviguer dans le système de santé militaire pour fournir de meilleurs soins aux anciens membres des forces armées et est devenue quelque chose comme la figure paternelle qu'elle avait perdue. Pas un remplacement, jamais cela, mais un rappel que les valeurs de son père vivent toujours dans le monde à travers les personnes qui les portent. Le dernier jour des vétérans, ils sont apparus ensemble lors d'un service commémoratif à l'hôpital VA de Fort Worth. Sabrina a parlé du service de son père, des leçons qu'il lui avait enseignées, du signal qui lui avait sauvé la vie. L'amiral s'est tenu à ses côtés, silencieux et digne, et quand elle a fini de parler, il lui a offert un hochement de tête lente et délibéré, le genre de reconnaissance qu'un guerrier donne à un autre quand les mots sont insuffisants. Les familles des patients décédés à cause des décisions de Richard Hendrick. Sabrina connaît la plupart d'entre eux maintenant. La fille de Nam Chen, dont la mère ne s'est jamais complètement remise d'avoir été renvoyée trop tôt de la rééducation après un AVC. La famille Martinez, dont l'infection post-chirurgicale du père n'a pas été détectée parce qu'il a été renvoyé chez lui 3 jours avant la date prévue. Les Johnson, dont l'erreur de médication du fils adolescent a été dissimulée jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour intervenir. Il ne blâme pas Sabrina de ne pas avoir parlé plus tôt. Il la remercie d'avoir parlé du tout. Plusieurs lui ont dit que savoir que quelqu'un avait enfin tenu le système responsable, que la mort de leurs proches avait signifié quelque chose à la fin, que des changements avaient été faits pour que d'autres puissent être épargnés. Cela n'efface pas la perte, mais cela la transforme d'une tragédie insignifiante en catalyseur de justice. Sabrina porte leur chagrin comme un poids qu'elle ne déposera jamais. Mais elle porte aussi leur gratitude, leur pardon, leur insistance sur le fait qu'elle a fait plus que la plupart des gens n'auraient fait. Que le courage retardé est toujours du courage. Les jours difficiles, et il y en a beaucoup, elle se souvient qu'elle ne s'est pas sauvée elle-même. Elle a sauvé tous ceux qui sont venus après. La jeune infirmière qui ne sera pas forcée de renvoyer un patient trop tôt parce que les nouvelles politiques la protègent des représailles. Le médecin qui signale la déficience d'un collègue parce que les protections des lanceurs d'alerte signifient que sa carrière ne sera pas détruite pour avoir fait la bonne chose. Le pharmacien qui refuse d'antidater un journal de médicaments parce que la responsabilité pénale pour de telles actions est maintenant claire et appliquée. Les patients qui reçoivent les soins dont ils ont besoin au lieu des soins qui maximisent le profit, qui vivent parce qu'un système a été forcé de changer, qui ne connaissent jamais le nom de Sabrina Mitchell, mais bénéficient de son refus de rester silencieuse. C'est la mathématique du courage. Une personne parle, 7 trouvent leur voix. Les réformes se propagent à 47 États et des milliers de vies sont sauvées par des gens qui ne se rencontrent jamais, ne connaissent jamais les noms des autres, mais sont connectés par le fil invisible de quelqu'un qui a décidé que la vérité importait plus que la sécurité. L'appartement de Sabrina, un petit 2 chambres dans lequel elle a emménagé après que tout cela soit arrivé, est devenu un sanctuaire pour ce travail en cours. Un mur est couvert de notes de remerciements de patients, de familles, d'infirmières qu'elle a encadrées.
Un autre contient les distinctions militaires de son père, son drapeau des funérailles, des photos de son service. Son bureau, où elle travaille sur des documents de plaidoyer tard dans la nuit, contient la photo encadrée qui a tout déclenché. Elle et son père, 17 ans et vivant, et certain que le monde avait un sens. Elle a 38 ans maintenant, toujours célibataire, bien qu'elle ait eu des rendez-vous occasionnellement. Un enseignant qu'elle a rencontré dans un café, un physiothérapeute de l'hôpital, un ingénieur logiciel qui ne comprenait pas pourquoi elle se réveillait avec des cauchemars parfois, mais faisait de son mieux pour être patient. Aucun d'eux n'a duré. Non pas parce que ce n'étaient pas de bons hommes, mais parce que la vie de Sabrina est un centre de gravité qui tire tout vers le but plutôt que le confort, vers la justice plutôt que la paix. Peut-être qu'un jour elle trouvera quelqu'un qui comprendra cela. Peut-être que non. Dans tous les cas, elle a appris qu'elle peut être entière sans faire partie d'un couple. Elle a aussi appris que le traumatisme ne disparaît pas juste parce que vous avez fait la bonne chose. La thérapie a aidé. 2 ans de sessions hebdomadaires avec un psychologue spécialisé dans le traumatisme professionnel et les blessures morales. Les cauchemars sont moins fréquents maintenant. L'hypervigilance a diminué à des niveaux gérables. Elle peut marcher dans les parkings sans que son rythme cardiaque ne s'accélère. Elle peut voir des hommes en costume coûteux sans que ses mains ne commencent à trembler. La guérison, elle l'a découvert, n'est pas une destination, mais une direction. Vous continuez à avancer vers elle, même quand vous n'arrivez jamais tout à fait. Le collier cervical a été enlevé après 6 semaines. Les blessures physiques ont guéri plus vite que les psychologiques, comme elles le font toujours. Elle a encore parfois des douleurs, surtout quand le temps change ou qu'elle est stressée. Cette douleur sourde à la base de son crâne qui lui rappelle les piliers de béton et les mains sur sa gorge. Mais la douleur est devenue un lien avec la réalité, preuve qu'elle a survécu, preuve qu'elle est toujours là à faire le travail qui compte. On lui a demandé d'écrire un livre sur son expérience. 3 éditeurs l'ont contacté, offrant des avances qui changeraient considérablement sa situation financière. Elle les a toutes refusées, non pas parce que l'histoire ne devrait pas être racontée, mais parce qu'elle n'est pas prête à réduire 5 ans de chagrin et de croissance et de travail en cours à une marchandise, à un arc narratif qui se termine proprement, avec des leçons apprises et de la sagesse acquise. Son histoire n'est pas finie. Le travail n'est pas terminé et certaines choses sont trop sacrées pour être vendues. Mais elle raconte l'histoire dans les salles de conférences et les salles de repos des hôpitaux, lors de sessions de mentorat et de réunions de plaidoyer, dans des conversations discrètes avec de jeunes infirmières qui ont peur et ont besoin de savoir que prendre la parole est possible. Elle la raconte non pas comme le voyage d'un héros, mais comme un voyage humain, plein d'erreurs et de peurs et de moments où elle a presque abandonné, où elle voulait embarquer sur ce vol pour Seattle et ne jamais regarder en arrière. Elle la raconte honnêtement parce que la version aseptisée, la version où le courage vient facilement et la justice est rapide n'aide personne. La vérité chaotique, la version où faire la bonne chose coûte tout et prend des années pour compter. C'est la version qui donne la permission à la prochaine personne d'essayer. Le mois dernier, une infirmière d'un hôpital de Phoenix l'a appelée. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, qui l'avait entendue parler lors d'une conférence et qui faisait face à sa propre version du cauchemar de Sabrina. Une unité chirurgicale qui prend des raccourcis pour atteindre les métriques de débit. Un superviseur qui fait pression sur le personnel pour falsifier les documents menaçants quand elle a essayé de signaler. La femme était terrifiée, isolée, envisageant juste de démissionner et de partir. Sabrina lui a parlé pendant 2 heures, l'a guidée à travers le processus de documentation, l'a connectée à des ressources juridiques, lui a rappelé qu'elle n'était pas seule. Il y a 2 semaines, cet hôpital de Phoenix a commencé sa propre enquête. Des changements se produisent là aussi. Des ondulations se propageant à partir d'ondulations. Le courage se multipliant par la connexion. C'est à quoi ressemble la vie de Sabrina maintenant. Pas des confrontations dramatiques dans les aéroports,
mais un travail constant dans les espaces ordinaires où les systèmes servent les gens ou les déçoivent. Pas des gros titres, mais des progrès incrémentaux. Pas la célébrité, mais un but. Elle se réveille chaque matin dans son petit appartement, prépare du café, regarde la photo de son père et choisit à nouveau d'être la personne qui l'a élevée à être. Certains jours, ce choix semble héroïque. La plupart des jours, il semble juste nécessaire. Le signal que son père lui a enseigné, ce geste de main subtil qui lui a sauvé la vie, a pris un deuxième sens dans son esprit. Ce n'est plus seulement un appel de détresse, c'est un rappel que l'aide existe si vous savez comment demander. Que l'honneur vit toujours dans le monde à travers les gens qui le reconnaissent quand ils le voient. Que vous n'êtes jamais aussi seul que la peur vous dit que vous l'êtes. Quand elle l'enseigne maintenant aux jeunes infirmières, elle leur dit ceci. Vous pourriez ne jamais en avoir besoin. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Mais savoir que cela existe change la façon dont vous évoluez dans le monde. Cela signifie que quelque part, quelqu'un fait attention. Quelque part, quelqu'un aidera. Il vous suffit d'être assez courageuse pour demander. Et si elles en ont besoin, si elles se retrouvent dans cette terrible position où la vérité devient dangereuse et que prendre la parole semble impossible, le numéro de téléphone de Sabrina est dans leur contact. Elles répondent à chaque appel, à chacun. À 3 heures du matin ou pendant le dîner ou au milieu des tournées de patients. Elle répond parce que quelqu'un a répondu pour elle quand elle a fait ce signal à la porte 47. Et rendre cette dette est la seule façon d'honorer ce que cela a coûté. Si vous croyez qu'une personne peut tout changer, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous racontons des histoires de personnes qui refusent de rester silencieuses. Commentez le courage est contagieux. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que prendre la parole est important. Et si vous voyez un jour ce signal, rappelez-vous, la vie de quelqu'un pourrait dépendre de votre reconnaissance. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous vous opposez à la corruption. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires de justice rendue. Partagez ceci avec quelqu'un qui s'est déjà senti impuissant. Parce que cette infirmière a prouvé que le courage n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin d'un moment de vérité. Sabrina Mitchell n'a pas cherché à être extraordinaire. Elle a juste refusé d'être complice. Elle n'avait pas de formation spéciale ou d'avantage unique. Elle avait juste un père qui lui a enseigné que l'honneur compte dans un moment où elle a dû choisir entre le confort et la conscience. Elle a choisi la conscience et ce choix s'est propagé de manière qu'elle n'avait jamais imaginée, touchant des vies qu'elle ne rencontrera jamais, sauvant des gens qui ne connaîtront jamais son nom, changeant un système qui croyait être trop grand pour changer. C'est à quoi ressemble le courage dans la vraie vie. Pas bruyant, pas dramatique, juste constant, juste persistante, juste quelqu'un décidant que la vérité importe plus que la sécurité, que la vie des autres importe plus que son propre confort, que le monde est peut-être brisé, mais qu'il vaut la peine d'essayer de le réparer de toute façon. Elle garde la photo de son père sur son bureau, non pas comme un rappel de ce qu'elle a perdu, mais de ce qu'elle est devenue grâce à ce qu'il lui a enseigné. Et parfois tard dans la nuit, quand l'hôpital est calme et que son travail est terminé, elle regarde cette photo et murmure les mêmes mots que l'amiral lui a dit il y a 5 ans dans ce terminal d'aéroport. « Tu serais fier, papa. Le signal a fonctionné. Et je me bats toujours parce que le courage n'est pas quelque chose que vous avez. C'est quelque chose que vous faites encore et encore et encore. Dans les terminaux d'aéroport et les couloirs d'hôpital, dans les petits choix et les moments désespérés, dans l'espace entre la peur et l'action où le caractère se forme et les futurs s'écrivent. Sabrina Mitchell a fait ce choix. Et parce qu'elle l'a fait, des milliers d'autres l'ont fait aussi. Les dominos continuent de tomber. La justice continue de se répandre. Et quelque part en ce moment, quelqu'un trouve le courage de prendre la parole parce qu'une infirmière de Fort Worth a prouvé que c'était possible. C'est comme ça que vous changez le monde. Pas tout à la fois, pas avec de grands gestes, mais un moment de vérité à la fois, une personne à la fois, un signal de main dans un aéroport bondé
qui nous rappelle à tous que l'honneur existe toujours si nous sommes assez braves pour le reconnaître. L'histoire ne s'arrête pas ici. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Elle continue juste de se répandre une ondulation, à la fois jusqu'à ce que le courage devienne contagieux et que le silence ne soit plus une option et que les gens se souviennent qu'ils ne sont pas impuissants après tout. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour leur montrer comment faire. Sabrina Mitchell leur a montré et le monde est meilleur parce